Transplantation cardiaque. Un spécialiste français, le professeur Carpentier, estime aujourd'hui que le cœur artificiel n'est pas une bonne solution d'attente et que la transplantation directe d'un vrai cœur est plus sûre, mais cela pose le problème de la pénurie des dons d'organes. Salon de l'étudiant, un succès grandissant avec cette année le record des visites au stand du Premier Emploi, pour tout savoir sur la manière de se présenter la première fois. L'heure d'été, c'est pour cette nuit, à 2 h du matin, avancez votre montre d'1 heure. Cela nous concerne tous, sauf les quelques habitants d'une île de la Pointe-Bretonne qui, eux, vivent à l'heure de la nature. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, monsieur, bonsoir. Les progrès de la médecine et de la technique ont parfois leurs limites, ou plus exactement leurs contre-indications. La science offre aujourd'hui aux malades de plus en plus d'organes artificiels. Mais dans le domaine de la chirurgie cardiaque, les plus grands spécialistes, comme le professeur français, monsieur Carpentier, reviennent en arrière, ou plus exactement changent de voie. Pour lui, le cœur artificiel n'est finalement pas une bonne solution d'attente à une transplantation. Pour la vie du patient, la greffe directe d'un véritable cœur est plus sûre. Mais cela pose évidemment le problème de la pénurie des dons d'organes. Daniel Huygou, Patrick Gavet. Pour vous, aujourd'hui, que représente le don d'organes? La vie. Cette femme en sursis, qui lançait il y a 15 jours sur notre antenne un cri d'alarme pour les dons d'organes, a été sauvée le lendemain grâce à une transplantation cardiaque. Alors qu'à l'hôpital Broussais, les chirurgiens commençaient à lui retirer son cœur qui n'aurait pas pu fonctionner plus de 2 à 3 jours, dans un autre hôpital au même moment, d'autres chirurgiens prélevaient un cœur de substitution maintenu en activité sur une personne morte, en accord avec la famille. Une chaîne de solidarité se mettait alors en place, une course contre la montre, car entre le prélèvement et la greffe du nouveau cœur, les chirurgiens n'ont que 5 heures. Un cœur qui s'est remis de lui-même à battre, une malade qui a retrouvé aujourd'hui ses forces. Avant l'opération où j'étouffais constamment, je sentais que je devenais grabataire, j'étais fichu quoi. Là vraiment je me sens, si vous saviez ce que je fais, oui. La gymnastique on m'en fait déjà faire en chambre. Les chances de cette malade, c'est peut-être de n'avoir pas été mise sous cœur artificiel comme solution d'attente. Selon des études américaines, et avec le recul de 3 ans en France, le cœur artificiel est cause de graves infections qui compromettent sérieusement les chances de survie du deuxième cœur, c'est-à-dire du greffon. C'est d'ailleurs pourquoi le professeur Carpentier, le premier chirurgien à avoir utilisé en France le cœur artificiel, a décidé cette semaine d'abandonner. Lorsque vous mettez ce greffon à quelqu'un qui a un cœur artificiel, il a, disons, moins d'une chance sur 2 de pouvoir tirer bénéfice de cette opération. Alors que ce même greffon, si vous le mettez à un malade qui est vierge de toute opération, il a presque 100 chances sur 100 de pouvoir en bénéficier. Alors vous voyez, nous sommes là dans un dilemme qui est de dire, il n'y a pas assez de greffons, il faut que nous les donnions aux bons malades, c'est-à-dire aux malades de la meilleure chance. Et je dirais que pour nous, c'est une question d'éthique. Et nous avons décidé, en effet, collégialement, de renoncer, au moins temporairement, au cœur artificiel temporaire. Plus que jamais, le don d'organes apparaît donc comme la seule et ultime solution pour des malades dont le cœur est à bout de souffle. Actuellement en France, 400 malades sont en attente d'un nouveau cœur. Une opération devenue presque banale qui se pratique dans tous les grands centres de chirurgie, à Paris comme en province. Moins grave, bien sûr, mais important tout de même pour ceux qui, notamment, ont à se lever demain matin, et j'en suis. À 2 h cette nuit, nous passerons à l'heure d'été, ce qui veut dire 1 heure de sommeil en moins. Une information dont on pourrait dire sans risque de se tromper, ou presque, qu'elle nous concerne tous. Mais il y a toujours des exceptions. En l'occurrence, l'exception est bretonne, une île à l'extrême pointe de la France, qui en fait n'a rien contre ces changements d'heure, mais qui en 1988 peut encore se payer le luxe de vivre à un autre rythme, celui de la nature et celui des marais. Valérie Fourniou, Philippe Barre. Planté sur une île, au bout du Finistère, un petit village breton et d'irréductibles marins, rebelles au temps. Molène, 280 habitants, dont la moitié vit à l'heure du soleil. Depuis des générations, ils vivent tranquillement, au rythme des marées et selon la vitesse du vent, sans rien demander. Pourtant, l'heure de Paris les divise.
L'habitude chez nous de ne jamais parler en heure mais en minutes. Lorsque le bateau approche, on dit tiens, il est moins 10, le bateau ne doit pas tarder. Alors comment voulez-vous qu'il y ait d'histoire pour ça? Il n'y a pas le moindre problème. On peut s'arranger avec l'heure solaire, avec l'heure officielle, avec toutes les heures. Le tout c'est de savoir se débrouiller. Et de suivre l'heure de la République alors? Suivre l'heure de la République, parce qu'en tant que maire tout de même, j'ai bien oublié d'être républicain. Ennuyeuse cette heure de la République. Heureusement, l'île est petite. Il n'y a jamais de rendez-vous manqué. Heure républicaine ou heure solaire, à l'île Molène, seuls les morts ne polémiquent plus. Eux ont l'éternité. Si vraiment l'heure solaire n'est pas l'heure républicaine, alors soyons royalistes. Vous pensez que les chouans existent encore en Bretagne? Sûrement. Ils sont trop forts pour disparaître. Chouans et républicains auront 2 heures de différence dès demain. Un village divisé? Pas vraiment. En fait, l'heure importe peu à Molène. Et puis, les économies d'énergie se la prêtent à sourire. Jusqu'en 1970, il n'y avait ni eau, ni électricité. Des marins encore, mais avec d'autres problèmes. Rupture des négociations entre les marins français de la Sea Link et leur direction. À Calais, le trafic transmanche reste interrompu et les grévistes ont réoccupé 3 cars ferries qui se trouvaient à quai. Le point, Christophe Martin. Nouveau durcissement de la grève des marins français. Après 12 heures de négociations infructueuses, les grévistes ont décidé ce matin de réoccuper les bateaux sur le port de Calais. Selon les syndicats, aucune avancée n'a eu lieu pendant la discussion. Ces négociations se sont terminées par un échec parce que la SNCF tente un coup de force pour, d'une part, réduire les salaires de près de 20% et, d'autre part, d'allonger la durée du travail de 600 heures par an, ce qui équivaut à 12 heures par semaine en plus. Les marins n'accepteront jamais cela. Et d'autre part, la SNCF se refuse totalement à renégocier les conditions d'armement du ferry Nord-Pas-de-Calais. Dialogue de sourds, puisque de son côté, la direction de la SNCF affirme avoir fait des concessions importantes. Cette nuit, nous avons fait des concessions importantes, en particulier sur les problèmes de Calais et de Dieppe, où nous avons offert une garantie d'emploi de 2 ans et le maintien des conditions de travail et de salaire pour tout le personnel permanent. Cet échec des négociations coïncide avec un week-end très chargé pour le trafic entre la France et l'Angleterre. Les ports arrivent à saturation. Pour les camions, l'attente peut atteindre 48 heures et des centaines de touristes restent en souffrance à Calais, mais aussi à Dunkerque et Boulogne. Perturbation du trafic SNCF dans la région de Nancy. 80% des agents de conduite ont arrêté le travail à l'appel des syndicats CGT, CFDT et Force ouvrière. Le conflit porte sur des problèmes de déroulement de carrière et de conditions de travail. La campagne présidentielle a été marquée aujourd'hui par une rencontre entre les 2 candidats de la majorité. M. Chirac s'est rendu au domicile parisien de Raymond Barre. L'occasion pour eux de renouveler leur volonté commune de s'opposer à la restauration du système socialiste en France, confirmant par ailleurs qu'ils continueraient leur campagne respective dans un esprit de loyauté réciproque, le moins bien placé se désistant automatiquement pour l'autre au soir du premier tour. Raymond Barre, qui effectuait un voyage en Normandie cet après-midi, a brièvement commenté cette rencontre de ce matin. Olivier Lerner. Raymond Barre prend de mauvaises habitudes. Il est souvent en retard sur son emploi du temps, mais aujourd'hui il avait un mot d'excuse. 75 minutes d'entretien avec Jacques Chirac, c'était la 2e rencontre entre les 2 hommes depuis le début de la campagne. Monsieur Chirac et moi, nous nous sommes rencontrés chez moi, comme nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire tranquillement, de façon cordiale et sympathique. C'est tout. Est-ce que vous vous êtes promis de vous retrouver avant le 24 avril ou après le 24 avril? Écoutez, je crois que c'est pas le problème. Nous n'avons pas besoin de prendre des engagements de nous retrouver. Si nous avons besoin de nous voir, nous passons un coup de fil et nous nous voyons. Quel était le climat? Le climat? Mais il était le plus amical qui soit. Raymond Barre n'en dira pas plus sur ce tête-à-tête. Il a d'autres soucis en tête. Son état-major traverse une période difficile. Philippe Mestre, mis sur la touche, serait remplacé au pied levé par Charles Millon, un des lieutenants de Raymond Barre, cité à plusieurs reprises par François Mitterrand comme pour mieux l'introniser. Oui. Comment expliquez-vous ce comportement de M. Mitterrand? Je ne cherche pas à expliquer ce genre de choses. Moi, je ne regarde pas autour de moi, je regarde devant moi.
Le Raymond Barre nouveau va devoir s'imposer dans les 15 jours qui viennent. Les barristes ont tout misé sur l'attitude de François Mitterrand. Pour l'instant, ils ne sont pas déçus par son comportement, plus que gentillet à leur égard. En cas de victoire de François Mitterrand, certains s'interrogent, vous le savez, sur l'attitude des centristes. Eh bien, le président du CDS, M. Pierre Meignery, a indiqué clairement aujourd'hui que son parti ne serait pas la force d'appoint du Parti socialiste. Quant à Jacques Lang, l'un des tout premiers porte-parole de la campagne de François Mitterrand, il avait rendez-vous cet après-midi avec des jeunes à Avignon et le premier sujet qu'il ait évoqué devant eux, c'est l'âge du candidat François Mitterrand pour leur dire « Pas de problème, François Mitterrand à la pêche », dixit Jacques Lang. Après 117 jours de grève de la faim, les 4 dirigeants d'Action Directe en prison ont décidé d'arrêter leur mouvement de protestation, ou plus exactement de le suspendre. Georges Cipriani, Jean-Marc Rouillant, Joël Aubron et Nathalie Ménigon voulaient obtenir le statut de prisonnier politique. Le ministère de la Justice fait savoir qu'ils n'ont rien obtenu, si ce n'est des conditions décentes d'incarcération conformes aux règles de la procédure pénale. Étrangers. À Belfast aujourd'hui, 2 hommes inculpés du lynchage et du meurtre de 2 officiers britanniques samedi dernier ont comparu devant un tribunal. Ils avaient été identifiés grâce à des films saisis par la police. Belfast, Jérôme Bonnet. Mesure de sécurité exceptionnelle ce matin au palais de justice de Belfast, grillagé comme tous les bâtiments publics de la capitale d'Irlande du Nord. 2 hommes comparaissaient devant la 2e chambre, escortés par d'importantes forces de police. Alex Murphy, 31 ans, chômeur, et Henry Maguire, 29 ans, également chômeur, tous 2 arrêtés samedi dernier et accusés d'avoir participé au meurtre des 2 soldats britanniques, lynchés lors d'un enterrement, puis abattus. Plutôt souriants dans le box, jouant la décontraction, faisant des signes à leurs proches dans la salle, les 2 accusés ont écouté attentivement les débats. Selon la déposition de l'officier de police d'Ulster, les experts ont trouvé sur leurs vêtements des morceaux de verre identiques à ceux relevés près de la voiture des 2 soldats, ainsi que des taches de sang. Le juge Travers, qui a lui-même été blessé il y a 3 ans lors d'un attentat de Lyra, où sa fille a trouvé la mort, a décidé le maintien des 2 hommes en détention en attendant leur procès. À Belfast-Ouest, dans les quartiers catholiques, les familles des 2 accusés veulent rester dans l'ombre. Elles ont reçu des menaces de représailles de la part d'extrémistes protestants. Horrifiés par le massacre des 2 Britanniques, les habitants de ces quartiers s'empressent pourtant d'accorder les circonstances atténuantes aux accusés, expliquant leur acharnement par la peur d'un nouvel attentat protestant. Paradoxalement, s'ils sont condamnés, ces 2 accusés rejoindront la cohorte des héros de la lutte armée contre la présence britannique. Israël, de sources palestiniennes, on apprend que 7 Arabes auraient été tués dans les territoires occupés ces dernières 48 heures, entre vendredi et samedi aujourd'hui. Par ailleurs, malgré les réticences, pour ne pas dire le refus israélien à son plan de paix, prévoyant une certaine autonomie pour les territoires occupés, le secrétaire d'État américain, George Shultz, reprendra ses navettes entre Jérusalem et les différentes capitales arabes, et cela dès le 3 avril prochain. Le conflit Iran-Irak, une mission des Nations Unies arrivera lundi à Téhéran, en Iran, pour examiner les blessés victimes des armes chimiques utilisées la semaine dernière par l'armée irakienne. L'Irak qui déclare aujourd'hui avoir le droit de recourir à tous les moyens dans sa lutte contre l'Iran. Les effets politiques de la politique d'ouverture et de transparence prônée par M. Gorbatchev secouent non seulement l'Union soviétique, mais les pays satellites. Après la Hongrie, hier, la Tchécoslovaquie, manifestation pour les droits civiques et la liberté religieuse à Bratislava, l'une des principales villes du pays. Cortège de 2000 personnes assez brutalement dispersées par la police. Patricia Coste. Une première, cette manifestation religieuse en Tchécoslovaquie. Des cantiques, des prières, mais aussi des mots d'ordre. Les quelques centaines de participants réclamaient de nouveaux évêques. Pour l'instant, 10 des 13 diocèses que compte la Tchécoslovaquie sont vacants. Ils ont demandé aussi une liberté totale de la religion et la réalisation complète des droits des citoyens. Ce rassemblement, qui avait été interdit par les autorités, a été brutalement dispersé. Et les journalistes présents, ici les Allemands de l'ARD, à qui nous devons ces images, ont été molestés et emmenés au poste. Ils y ont retrouvé une dizaine de manifestants placés en garde à vue.
Bilan, satisfaction des deux côtés. Les fidèles ont tenu leur pari de venir se rassembler pacifiquement sur la grande place de Bratislava. Les forces de sécurité se félicitent d'avoir étouffé un mouvement qui les préoccupe. Turbulence au-delà et à l'intérieur des frontières de l'URSS. Les Arméniens ne désarment pas après le refus de Moscou de leur rendre une région de l'Azerbaïdjan où les Arméniens sont majoritaires. Face à l'interdiction des manifestations sur la voie publique, ils avaient décidé aujourd'hui une journée ville morte dans la capitale arménienne, Erevan. Manifestation bien suivie selon les observateurs sur place. Il y a un mois maintenant que l'Arménie soviétique est sortie, je dirais, de la norme. Au départ, avant même les problèmes nationaux et ethniques, les Arméniens protestaient contre l'implantation d'usines très polluantes dans leur république. Delphine Delasselle. Depuis 30 jours, le Haut-Karabakh ébranle le monde de la perestroïka. 1986, Tchernobyl. L'URSS ne peut plus cacher ses drames, les Russes descendent dans la rue pour exprimer leur colère. Février 88, Erevan, capitale de l'Arménie soviétique. 2000 écologistes protestent contre la pollution record qui asphyxie lentement l'Arménie. 5 des 7 villes les plus polluées du RSS sont dans cette région. Quelques jours plus tard, ils seront des milliers à manifester. Des manifestations ont eu lieu au courant du mois de février à Yerevan pour des raisons écologiques. La pollution est très importante en Arménie soviétique. Des décisions d'implantation d'usines ont accentué cette pollution et à Yerevan, on a demandé que cessent ces implantations. Et les manifestations se sont branchées sur des thèmes irrédentistes, c'est-à-dire de revendications territoriales. Au cœur de la colère, Nagorno-Karabakh. Le Karabakh, c'est cette enclave à majorité arménienne, donc chrétienne, au sein d'une république socialiste musulmane, l'Azerbaïdjan. Historiquement et juridiquement arménien depuis 1920, le Karabakh sera rattaché à l'Azerbaïdjan sous Staline. Depuis, le Parti communiste arménien n'a cessé de revendiquer cette région. Il faut rattacher le Karabakh à l'Arménie. Ce sont des erreurs faites par Staline et après Staline. Il est temps de les réparer. Les manifestations ont atteint Moscou. Et si Gorbatchev ne cède pas sur l'essentiel, il est contraint de faire des concessions qui devraient promouvoir l'identité arménienne du Karabakh. C'est la perestroïka qui est en jeu, c'est la position de Gorbatchev au sein du Soviet suprême qui est en jeu sur une question comme celle-là, c'est certain. Jusqu'où peut-il aller? Cette première concession, s'il l'a fait, ne va-t-elle pas engendrer d'autres demandes dans les autres républiques comme le mouvement semble s'amorcer? Voilà la question qui est posée. Le pouvoir central du Parti communiste et Mikhail Gorbatchev lui-même ont jugé inacceptable la revendication des Arméniens. Inacceptable car dangereuse dans cet État aux 53 nationalités dont certaines sont confrontées au même problème. Dangereuse car le réveil bruyant de ces mouvements nationalistes déstabilise l'Empire soviétique. Retour en France avec un problème de société s'il en est. Comment orienter ses enfants? Voilà un problème qui nous touche tous, parents, un jour ou l'autre. Et cela explique le succès toujours grandissant du salon de l'étudiant qui se tient jusqu'à demain soir au Parc de la Villette à Paris. Cette année, le stand qui a reçu le plus de visiteurs est celui du premier emploi. Comment se présenter à un employeur pour la première fois? Chantal Kimerlin. La première question que je pose à un candidat, je lui dis, bon, je voudrais que vous me parliez de vous et de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et je me tais. Voilà. Et je me tais. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Eh bien, vous parlez. Un film de 27 minutes qu'on écoute religieusement. L'enjeu est d'importance, le film simule l'entretien entre le recruteur et le candidat à l'emploi. Comment se présenter? Peut-on parler d'un redoublement scolaire? Est-il préférable de mentir plutôt que d'avouer ses manques? Toute question bien embarrassante. C'est bien, vous êtes là. Occupez l'espace, on vous le donne, prenez-le. Hein. Bon. Accrochez le regard, accrochez la communication. Vous vous présentiez tel que vous êtes. Après le film, la réalité. Sur le stand, des recruteurs professionnels accueillent et conseillent. Donc restez naturel, restez vous-même et je pense que les choses se passeront très bien. Maintenant, quand même, il ne faut pas non plus rester bloqué. Est-ce que l'aspect extérieur peut être une sanction? Si vous arrivez pour un poste de cadre avec par exemple une boucle d'oreille ou un diamant dans le nez, c'est sûr que ça ne marchera pas. Je vais essayer d'être le plus naturel possible, puisque apparemment c'est ce qui prime, tout en développant au maximum les points positifs de ma personnalité. Ça a dédramatisé le problème
C'est beaucoup plus clair maintenant dans mon esprit. Voilà, moi j'ai enlevé ma boucle d'oreille juste avant le journal et je la remets après. Au Grand Palais à Paris, Musicora, lieu de rencontre pour les amateurs de musique et également pour les passionnés d'instruments anciens. Leur fabrication relève du grand art, je dirais même de l'amour de l'art. Écoutez et regardez ce couple. La femme fabrique des instruments, le mari en joue. Jacques Violet, Jean-Louis Bousser. Le couple Christine et Kléber-Besson, c'est un peu la muse et le poète. Mais en 88, la muse travaille, elle est luthier. Dans son atelier, avec des gestes précis, quasi magiques, elle fabrique les instruments du Moyen-Âge que Kléber va faire vivre. Elle découpe l'érable, le sapin et l'acajou précieux avec un fil incandescent, taraude, rabote, mesure les barres de la table d'harmonie qui vont donner les sonorités. Puis enfin, vient le poète pour écouter, tester le nouvel instrument avec son diapason. Mon mari est devenu un enfant gâté. À chaque fois que je finissais un instrument, il en voulait encore un autre dès qu'il changeait de chanteur. Il rentrait, il me disait une fois un lutin si, un lutin do, un lutin mi, qui fait que je lui ai fait une grande collection d'instruments et que maintenant j'ai continué. Avec 5 autres passionnés de musique ancienne, l'enfant gâté, troubadour du XXe siècle, en concert dans un collège parisien. Pavane, Gaillarde, des pièces, des chansons écrites par Thibaut de Champagne ou attribuées au roi Saint-Louis. 7 siècles de musique, reconnus et applaudis par des jeunes de 14 ans. À 76 ans, Eugène Ionesco est l'auteur dramatique le plus joué dans le monde. Ses records ne se comptent plus, il est traduit dans 17 langues. L'un de ses chefs-d'œuvre, La Cantatrice chauve, est joué au théâtre de la Huchette à Paris depuis 35 ans. Et les dons d'Eugène Ionesco ne s'arrêtent pas au théâtre et à la littérature. Il est également peintre et ses œuvres sont actuellement exposées au Centre Beaubourg. Sylvie Marion, Jean-Marie Lequin. Je vis ici avec ma femme, je vis ici avec ma fille. Et ces deux présences me suffisent, me rassurent, me calment. J'ai dépassé 75 ans. Je suis plus près de 80 que de 75, alors le nombre de morts qui se sont entassés les uns après les autres, ça fait des montagnes de morts. Merci. Eugène Ionesco, 76 ans. Son dernier livre ne parle que de ça, la mort, mais aussi un peu de Dieu, de peinture, de sa femme, des consolations qu'il s'est trouvées sur le tard pour tenir bon. Si longtemps que nous sommes ensemble, on se connaît très bien et chacun aide l'autre. Elle va sa vie sagement, elle me comprend très bien. Et quand j'ai très peur, ça arrive la nuit, je me mets dans son lit et sa présence, sa respiration, la senteur de sa peau, car elle sent comme il y a 40 ans. Tout ça, ça me rassure et je puis m'endormir beaucoup plus facilement qu'avec un Temesta. La littérature me semble inutile. Je ne supporte pas les romans, je ne supporte pas les nouvelles. Et si je veux avoir quelque chose de plus frais, je fais de la peinture. La peinture est pour moi une véritable thérapeutique. Un objet coloré s'équilibre avec un autre. Il faut que la tangente soit respectée. Et alors je me dis, puisque je mets de l'ordre dans ces petits tableaux, dans ces petites choses que je fais, probablement qu'on pourra faire de l'ordre dans l'univers. Un peu d'ordre, la quête de la foi et beaucoup d'amour, c'est la formule Ionesco pour continuer son chemin.
Une autre forme d'art, le sport, au championnat du monde de patinage artistique à Budapest. Il n'y a pas eu photo, si je puis dire, entre l'Allemande de l'Est Katharina Witt et ses adversaires. Cette saison, Katharina aura tout réussi. Championne d'Europe, championne olympique, championne du monde. C'était cet après-midi sa dernière prestation dans une compétition officielle. Francis Maroto. Elle a encore gagné. Katharina Witt, 22 ans, 4 fois championne du monde, 2 fois championne olympique. Palmarès exceptionnel pour championne hors du commun. Cet après-midi à Budapest, elle a à nouveau été sacrée reine de la glace. Normale, écoutez mais surtout, regardez. Katharina Witt, ballerine sur glace, médaille d'or, médaille de bronze, celle qui devait la battre. Déby Thomas. Même musique, Carmen de Bizet, même début que Katharina, mais 3 mauvaises réceptions et déceptions. Thomas, 3e, comme à Calgary. Katharina Witt première, Déby Thomas 3e, honneur à la seconde quand même. La Canadienne Elizabeth Manley à gauche de l'écran, mais surtout, au revoir, merci Katharina. Elle est belle en plus. Hein. Cyclisme, alors là sans patin mais avec des cale-pieds, première étape du Critérium international qui se déroule aujourd'hui et demain à Antibes. Victoire de l'Italien Moreno Argentine, victoire au finish, 4 secondes d'avance sur le peloton, emmené là-bas au fond par le Canadien Bauer. Et le Français Laurent Fignon, décidément en forme après sa victoire dans Milan-San Remo, c'était la semaine dernière. Je vous donne maintenant les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 17 et le 9. Et pour le quarté, il fallait ajouter le 12. Je n'ai malheureusement pas les rapports à vous offrir car il y a des problèmes de dépouillement, problèmes techniques au PMU. Mais je pense que vous aurez tout ça dans notre dernier journal tout à l'heure en compagnie de Philippe Gassot. Alors, course aujourd'hui, course demain. Pierrette, les pronostics. Eh bien pour demain, à Auteuil, c'est un lot de qualité très modeste qui s'affrontera dans ce tiercé qui se déroule en obstacle. 16 chevaux, âgés de 5 ans et plus, vont s'affronter dans le prix Paris Turf. Il s'agit d'une course de haies qui se déroule sur 3500 mètres. Alors certains concurrents manquent vraiment d'expérience en obstacle dans ce lot de chevaux qui va courir dans le tiercé. Aussi dans l'ensemble, je pense on aura intérêt à faire en priorité confiance aux favoris. C'est d'ailleurs le choix qui a guidé le pronostic que je vous propose maintenant, avec en tête Régalien qui portera le numéro 4, suivi de Fagito le 3, Samuelo le numéro 12, Otage du Perche le 5, Gavrinis le 7, Gélanor le numéro 9, Caroline le 13 et pour terminer Rachnik le numéro 14. 4, 3, 12, 5, 7, 9, 13 et 14. Merci Pierrette. Dernier journal qui est plus tôt à partir de ce soir, aux environs de 23h15 avec Philippe Gassot. Ce sera juste avant le dernier programme, Les Enfants du Rock. Toute l'information donc de la journée et de la soirée résumée à partir de 23h15. Quant à nous, si vous le voulez bien, on se retrouve demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne en regardant notamment bien sûr tout de suite après ce journal. D'une part la météo avec José Blanc-Lapierre et puis ensuite Champs-Élysées avec Michel Drucker. Bonsoir, à demain.